On est au village des Érables, avec la retraite des enseignants du village, avec le thème « Pratiquer la pleine conscience pour des relations harmonieuses ». Alors, c'est le premier discours. Alors, je vais présenter l'ensemble, la vue d'ensemble de la retraite. Et nos frères enseignants, Claude, Kei et Lynn, vont développer dans les détails chaque aspect des relations harmonieuses et la pratique. Tout d'abord, regardons la définition de l'harmonie. C'est quoi une relation harmonieuse? C'est quoi une relation et c'est quoi l'harmonie? On peut tout de suite penser à un ensemble de musiciens qui vont jouer de la musique en harmonie. C'est-à-dire qu'il y a des violons, le piano, des instruments à vent, des tambours. Et si toutes les personnes jouent en même temps de façon différente, il n'y aura pas la musique qui est facile et qui est bien à entendre à l'oreille, n'est-ce pas? Alors, cet ensemble de musiciens, d'orchestre doit jouer en harmonie pour créer quelque chose qui nous apporte de la joie, de la paix et expérience de vie qui est agréable. Et en cela que l'harmonie est quelque chose qu'on devrait rechercher, essayer de faire dans notre vie. Et surtout, on devrait chercher l'harmonie dans nos relations. Alors, nos relations avec qui et avec quoi? Le mois prochain, on aura une retraite de santé. Et nous avons discuté, puis on a choisi le thème prendre soin de son corps, de son esprit et de l'environnement. Alors, c'est comme une suite de ce qu'on fait cette retraite, c'est essayer de avoir une relation harmonieuse avec notre corps, avec notre esprit, avec la communauté et avec l'environnement ensemble, comme le jardin, l'air, l'atmosphère, le village. Alors, c'est comme quelque chose qui s'épanouit, qui part profondément de l'intérieur et qui s'ouvre comme une fleur de lotus. Alors, on va essayer, pendant cette retraite, d'examiner, de regarder et surtout de partager les façons de pratiquer. Pratiquer pour vivre en harmonie, tout d'abord avec soi-même. Et en même temps, on va regarder comment vivre en harmonie avec les autres, la communauté. Et peut-être commencer par le conjoint, la conjointe, les membres de la famille génétique ou avec des amis. Et puis, comment vivre en harmonie avec d'autres gens qu'on rencontre dans la société. Et comment vivre en harmonie avec la nature et l'environnement et avec la terre-mère, notre terre-mère. En proposant le thème, j'ai pensé surtout à des relations avec les autres, les personnes qui nous sont proches et chères. Alors, je vais m'attarder un peu plus ce matin sur ces relations-là. Malgré que
c'est quelque chose qui se tient à peu près au milieu, n'est-ce pas? Alors, d'un côté, on a soi-même. Alors, on a les relations avec les autres et on a la relation avec les autres, incluant les matières végétaux, tout l'environnement. Alors, si je dois représenter schématiquement, ce sera comme ça. Alors, il y a le soi, on pense qu'on est toujours le centre de l'univers. C'est le soi. On ne serait pas heureux quand on est isolé comme ça. On va mourir très tôt si on pense comme ça. Alors, il y a notre cercle à l'extérieur qu'on, disons, dire famille. Alors, famille, ça inclut le conjoint, la conjointe, le chum, la blonde, les amis, et puis, alors, les frères et sœurs au village des Gérards, n'est-ce pas? Alors, il y a notre sanguin, ça constitue la famille. Et puis, il y a un 30e cercle que je vais faire en 3 pays, n'est-ce pas? Parce que il n'y a pas de cercle qui soit un beau cercle. Il faut garder cette idée qu'il n'y a pas de cercle fermé. Alors là, ici, on peut dire l'environnement. Alors, je vais m'attarder un peu plus sur ça, mais vous allez voir qu'en parlant de ça, on ne peut pas ne pas parler de ça et de ça. Alors, pourquoi parler de relations harmonieuses avec les autres, les proches? Alors, je vais vous partager ce que j'ai pu regarder et puis voir avec la pratique. C'est-à-dire que à partir de 40 ans, ben, ceux qui n'ont pas encore 40 ans, vous allez voir, à partir de 40 ans, on voit de plus en plus clair que la fin de notre vie s'approche. Même si vous ne voit pas clair, c'est quelque chose qui pousse en nous. Ah, tu arrives, tu auras tant d'années à vivre. Et puis à ce moment-là, les choses semblent un peu plus pressées. Qu'est-ce que j'ai pu faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu faire de ma vie? Et aussi à ce moment-là, tous les problèmes, toutes les espérances, toutes les difficultés cherchent à surgir. Parce qu'à 20 ans, on se dit, on a tout le temps devant nous. À 25 ans, on pense à qu'est-ce qu'il y a de fun, qu'est-ce qu'il y a de joyeux ce week-end. Ou, n'est-ce pas? Et puis à 30 ans, c'est la carrière. Mais à partir de 40, 45 ans, on voit ce qui est déjà là. Et il y a toute cette psychologie interne de soi et toutes ces frustrations surtout, n'est-ce pas? Ces frustrations de notre vie qui nous poussent à dire, bon, depuis ma jeunesse, j'ai fait ça et c'est pas bon pour moi, par exemple. Alors à ce moment-là, aussitôt quelque chose qui arrive, on réagit très fortement. Et j'ai remarqué cela en moi, des personnes qui me sont proches. Et puis à ce moment-là, c'est que des conflits s'éclatent. Parce que chaque personne cherche à combler quelque chose. Et ça crée des conflits entre conjoints, entre amis, entre surtout les personnes proches, entre les frères et sœurs, mères, enfants. Quand j'étais jeune, un de mes espérances, c'est que quand je vais vieillir,
je vais vieillir en tant qu'un vieillard digne. Digne, c'est-à-dire qui, quand on regarde une personne qui age bien, on a du respect, on le regarde, on la regarde et dit ah, il vieillit bien. Alors, et j'ai remarqué que c'est pas facile si on ne pratique pas. Ce n'est pas facile parce que ce que j'ai remarqué, plus on vieillit, plus c'est facile de devenir une personne moins bienveillante, plus agaçante, une personne qui a des idées très, très, très claires, mais très fermées, n'est-ce pas? Et heureusement, on a notre pratique. Heureusement, on a notre pratique. Alors, quels sont ces obstacles pour bien vieillir, pour devenir une personne qui est digne avec l'âge? Vous savez, tout ce que nous avons appris pour la pratique de la pleine conscience peut nous aider là-dedans. Mais j'aimerais vous présenter deux aspects que je pense que c'est très important. On parle souvent dans la pratique des deux obstacles. Les deux obstacles qu'il faut regarder, observer, trouver la façon de surmonter ou de surmonter ces deux obstacles. Le premier obstacle, c'est la connaissance. Le premier obstacle, c'est la connaissance. C'est le savoir. Ce qu'on pense que c'est la compréhension. Tout ce qu'on a appris dans la vie jusqu'à nos jours. Alors, quand on a appris beaucoup d'enseignements, on pense que on connaît tous les enseignements, alors on doit avoir raison. Alors, c'est à ce moment-là, c'est un obstacle. Alors, quand je me rappelle des enseignements, je fais attention, tel que c'est un obstacle. Attention, c'est un obstacle. Comme par exemple, si quelqu'un me parle de quelque chose, et puis tout de suite, j'ai une solution et j'ai un enseignement pour lui offrir. Alors, fais attention, tiens, que c'est un obstacle. Et je pense que plus on vieillit, cet obstacle devient de plus en plus fort. Par exemple, un jeune vient nous parler, ou par exemple, on peut le voir très facilement quand on parle à notre mère ou à notre père ou des vieilles personnes plus vieux que nous. Alors, on parle de quelque chose et notre vieil ami a tout de suite une réponse à partir de son expérience, de ses expériences. Ah, c'est comme ça que ça doit se passer, parce que j'ai passé par là. Et la personne n'a même pas le temps de nous écouter. Parce que si cette personne nous écoute, elle va voir qu'on veut parler d'autre chose que de ce qu'on vient de dire. Il y a un message, une communication qu'on ne veut pas faire passer, mais ça prend un peu de temps. Ça prend quelques minutes, ça prend 1 heure peut-être, jusqu'à temps qu'on va dire la chose qui est la plus intime en dedans de nous. Et puis la personne, en connaissant tellement de choses, elle ne nous laisse pas cet espace, ce silence, pour que cette chose intime monte en nous et de bien partager, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que la personne... Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai appris?
j'ai appris que la meilleure façon d'aider une autre personne, ce n'est pas la connaissance. C'est plutôt l'écoute profonde. Et cette écoute profonde ne s'apprend pas en un jour, en un an, même en 10 ans de pratique. Cette écoute profonde doit s'apprendre de façon assidue, de façon diligente, si on veut réellement commencer une relation harmonieuse. Et j'ai remarqué que mon écoute souvent n'est pas aussi profonde. Alors l'écoute profonde est une écoute sans connaissance, sans pensée, sans de jugement, sans de solution déjà faite. En vietnamien, cette plaque, ça s'appelle Sở Chi Chướng. Sở, c'est le moi. Chi, c'est connaître. Et Chướng, c'est obstacle. L'obstacle des connaissances, de ses connaissances, des connaissances de soi-même. Alors, toutes ces connaissances, entre parenthèses, ce ne veut pas dire que les connaissances ne sont pas nécessaires, n'est-ce pas? Mais les connaissances peuvent et deviennent très facilement des obstacles. Alors, il faut faire attention. Il faut apprendre. Mais plus on sait, plus le savoir est grand, plus l'obstacle est grand. Alors, dans les retraites, pourquoi on pratique le silence? Est-ce que vous avez remarqué, si c'est votre 2e, 3e ou 10e retraite, votre écoute pendant la pratique du silence est de plus en plus profonde? C'est parce que le silence, on commence d'abord par ne pas parler, alors c'est déjà le silence. Et avec des années, on commence à pratiquer aussi ne pas penser, n'est-ce pas? Parce que quand on pense, on n'a pas l'occasion de regarder, de recevoir les rayons du soleil, de voir ce qui se passe à l'extérieur ou de ce qui se passe en nous. Alors, à ce moment-là, le silence n'est plus un silence de son, mais un silence de pensée, le silence de l'esprit. Et avec cette pratique du silence à l'extérieur ou à l'intérieur, on commence à pouvoir voir réellement l'écoute profonde. Et cette écoute profonde est tellement nécessaire et tellement bénéfique pour avoir une relation avec l'autre. L'autre, c'est qui? Parlons par exemple du conjoint et de la conjointe. Ce qui est difficile, c'est que chacun de nous, on a toujours ce besoin à l'interne, intérieurement de soi-même qui a besoin. Toutes nos frustrations. On a besoin d'être aimé, d'être accepté, d'être compris, comprise. Et ce besoin-là nous empêche. Ces besoins-là empêchent notre écoute profonde. Alors, quand on fait une écoute profonde de l'autre, alors il faut se dire que laissons de côté le besoin de nous-mêmes à l'intérieur et passons un temps à une écoute profonde de l'autre. Sans quoi, c'est toujours une comparaison. Mais on aura l'occasion de regarder l'écoute de soi-même aussi. Bon, on revient sur là.
Alors, le premier obstacle, c'est l'obstacle de la connaissance. Le deuxième, c'est, en vietnamien, c'est phiền não chướng. Phiền não chướng, c'est l'obstacle des sentiments désagréables. Si on n'a pas, c'est toujours en nous, ces sentiments soit de colère, de tristesse, de souffrance, tous ces sentiments, alors ce sont des obstacles qui empêchent d'avoir une vue assez claire avec comment agir, comment décider, comment prendre une action, comment prendre une décision pour améliorer les relations avec les autres. Ou par exemple, surtout avec les personnes proches. Et ça, je remarque souvent, on pense qu'on connaît déjà cette personne proche de fond en comble. Et aussitôt que l'autre va dire quelque chose, je sais qu'est-ce que tu vas dire. Je sais quelle personne tu es et je tiens déjà. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Et quelles sont tes frustrations? Alors, on sait tout ça. Et tout cela se passe au niveau du cerveau, de notre cerveau. Et vous voyez que pour rendre la chose plus compliquée, il y a notre connaissance et puis il y a notre frustration aussi. La personne dit quelque chose, aussi, je sais bien ce que tu vas dire, je sais bien quelle personne tu es, et en même temps, je suis frustré. J'ai de la colère par tes réactions, par tout ce temps qu'il y a. Alors, il y a toutes ces expériences des années, là, je rappelle bien, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans ou 20 ans, tu m'as fait ça, puis ça devient de plus en plus compliqué, puis alors c'est tellement compliqué que des fois je laisse tomber, désespéré. C'est désespérant, on ne peut plus rien faire. J'ai remarqué ça. Dans ma famille, dans toutes les familles. Mais il y a une famille que je pense qui me donne un peu plus d'espoir. Vous savez quelle famille? Le village des Érables, ça fait plus de 30 ans. Je peux très bien dire qu'on a beaucoup de relations harmonieuses ici. Pourquoi? Parce qu'on pratique bien. On vient ici, on pratique l'écoute. Pas aussi profonde que j'aimerais, mais on pratique l'écoute profonde. On écoute, on pratique la compassion, on pratique la compréhension, on pratique le silence. Et surtout, on pratique une définition très vague du soi. Le soi, il peut être la famille, le soi, ça rentre, ça sort. Quand on a faim, alors c'est moi qui ai faim. Mais en même temps, on sait que quand j'ai faim, les autres ont faim aussi. Alors, je pense à moi, je pense aux autres. Alors, c'est la définition du moi disparaît un petit peu. La définition de la famille, de la sangha, est là, mais disparaît un petit peu parce que ça confond avec l'environnement, avec la société. Et puis, tout coule comme un lac ou un lac qui est bien, qui reçoit de l'eau de source, qui a une eau qui est vivante, et non un lac qui tient une eau morte. Parce que quand on est isolé, on est comme un étang d'eau morte. Il n'y a pas de vie là-dedans.
Je pense que demain, notre frère Claude va parler un peu plus sur la pratique, comment pratiquer pour, avec notre compréhension et notre compassion. Comment pratiquer la compassion pour avoir une relation plus harmonieuse. Je pense que c'est un des pierres angulaires de notre pratique, la compassion. Et c'est un des pierres angulaires pour surmonter le deuxième obstacle, les obstacles de l'émotion, des émotions désagréables. Et même pour le premier obstacle, parce que quand on a la compassion, on oublie les connaissances, on oublie le savoir. Et le savoir dans l'enseignement bouddhique, c'est un savoir non intellectuel, mais un savoir qui vient du cœur. Alors quand vous pensez que vous savez quelque chose en raisonnant, alors ce n'est pas la compréhension et le savoir dans l'enseignement. Alors je reviens à une phrase de Thay du village des Pruniers. Il dit souvent que le bonheur n'est jamais un bonheur individuel. Alors, si on cherche un bonheur individuel, alors on est sur le mauvais chemin. Parce que, comme je vous ai présenté, c'est un bonheur individuel, c'est comme un étang avec une eau morte. Alors, le bonheur n'est jamais un bonheur individuel. Si on veut avoir des relations harmonieuses pour aller vers le bonheur ou pour avoir le bonheur, il faut se rappeler que les relations sont nécessaires. Parce que les relations nous donnent des fenêtres, des portes pour que notre bonheur n'ait plus un bonheur individuel et ça devient un bonheur partagé. Et c'est pour cela que les relations, on a besoin comme être humain ou en être végétal ou animal, on a tous besoin de bonheur partagé. Et la pratique, c'est de voir comment vivre, quelles sont les façons de vivre de façon harmonieuse avec les autres. Je ne peux pas rester toute la retraite, je serai seulement avec vous aujourd'hui. Demain et après-demain, j'ai un mariage dans la famille que je dois aider avec la cérémonie. On va utiliser la cérémonie du village des Pruniers et on parle de l'harmonie du couple. Et puis, je peux vous lire succinctement les 5 principes de l'harmonie dans le couple. Vous allez voir. Alors, à réciter par le couple lors de la cérémonie du mariage et à chaque pleine lune ensuite. Premièrement, nous sommes conscients que toutes les générations de nos ancêtres et de toute notre descendance sont présentes en nous. Le bonheur du couple dépend de nos ancêtres et de notre descendance, n'est-ce pas? Alors, les ancêtres sont présents, les descendants sont présents. Alors, si le couple est en harmonie, les ancêtres sont en harmonie aussi, et les descendants sont en harmonie aussi. C'est un bonheur partagé. Deuxièmement, nous sommes conscients que les espérances de nos ancêtres, nos enfants et leurs enfants ont vis-à-vis de nous. Si on peut arriver à une harmonie du couple, alors on peut réaliser les espérances des ancêtres et de nos petits-enfants. Ça s'applique aussi pour la sangha du village des érables, n'est-ce pas? Alors si on est bien en harmonie, on réalise les espérances de nos ancêtres et de nos petits-enfants.
Troisièmement, nous sommes conscients que notre joie, notre paix, notre liberté et notre harmonie sont la joie, la paix, la liberté et l'harmonie de nos ancêtres, de nos enfants et de leurs enfants. Vous voyez bien que là, ici, là, j'ai tracé trois cercles. Alors, ça représente un espace géographique, n'est-ce pas? Un espace géographique. Quand on lit les cinq principes de l'harmonie, on peut tracer les trois cercles dans l'espace-temps. Alors, il y a toujours l'espace lieu et l'espace-temps. Alors, ça donne la quatrième dimension. Il y a 3 dimensions, et avec le temps, ça donne la 4e dimension. Mais si on pratique bien, on va voir il n'y a pas seulement 4 dimensions. Il y a d'autres dimensions aussi. Quatrièmement, nous sommes conscients que la compréhension est la fondation même de l'amour. Alors vous voyez que dans ceci, il y a tous les éléments pour notre pratique, n'est-ce pas? Et pourquoi on parle de pratique, c'est toujours, il faut toujours, quand on n'est pas sûr de comprendre un enseignement, alors on doit se poser cette question. Comment c'est un enseignement m'indique à pratiquer? Alors si je ne sais pas comment pratiquer avec cet enseignement, mieux laisser tomber cet enseignement. Parce que cet enseignement va être une connaissance, un savoir qui va être un obstacle à ma compréhension. C'est parce qu'un enseignement qui nous montre comment pratiquer, et c'est dans cette pratique-là qu'on va trouver la compréhension. Je pense qu'on devrait chercher une phrase ou quelque chose qui parle de ça pour nous rappeler. C'est seulement la pratique, pas de compréhension virtuelle. Pas de compréhension virtuelle. C'est pas comme une connaissance, il n'y a pas de connaissance virtuelle. Une connaissance qui doit être vécue. Une relation doit être vécue aussi. Alors, cinquièmement, nous sommes conscients que les reproches et les disputes ne nous aident jamais et ne font qu'agrandir le fossé entre nous. C'est uniquement grâce à la compréhension, la confiance et l'amour que nous pouvons nous transformer et nous développer. Alors, vous voyez bien qu'il n'y a pas de connaissance là-dedans. C'est surtout la compréhension qui vient du cœur, cette compréhension qui vient de l'écoute profonde, et cette compréhension qui vient de la reconnaissance de la présence de l'autre. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on reconnaît qu'il y a une présence de notre corps. Alors on s'occupe de notre corps. C'est en même temps qu'on comprend que notre corps a besoin de quelque chose. On aime notre corps parce que ça fait partie de notre vie, de notre soi. Alors, c'est dans ce sens-là que les connaissances nous aident à voir clairement. Et je reviens en disant que les connaissances sont utiles. Les connaissances sont utiles. Mais les connaissances sont comme des outils. Alors, il faut voir avec le cœur pour trouver les bons outils, les connaissances qui sont appropriées pour développer nos relations harmonieuses. Et d'après mon expérience, les relations harmonieuses n'ont pas besoin de beaucoup. Des fois, il suffit d'un mot bien placé au bon moment. C'est tout. Parce que l'autre
n'a pas besoin de beaucoup. Mais l'autre n'a jamais reçu ce mot-là au bon moment, au bon endroit. Elle attend toujours, et peut-être à jamais, un mot qui est comme représenté par une goutte de nectar qui peut dissoudre toutes les frustrations d'une vie. N'est-ce pas? Souvent, on peut attendre une excuse ou un mot de bonté, d'approbation d'un être cher, et on n'a jamais reçu. Et puis, on ne sait jamais non plus que d'autres peut-être attendent ce mot-là de nous. Alors, il faut avoir cette écoute assez profonde pour reconnaître. Alors, cela, c'est en tant qu'individu. Mais en tant que société, par exemple, je crois bien que le Canada, il y a peut-être un mois, a fait une bonne chose de reconnaître les méfaits qu'on a pu faire sur nos peuples autochtones. Même si cela, c'est peut-être sur un niveau qui a l'air peut-être de reposer sur la forme. Mais ça doit commencer par quelque part, n'est-ce pas? Si c'était refaire, peut-être les gens vont refaire la même chose, parce qu'il y a toujours... il y a des forces, il y a toujours des choses qui vont dans la société qui vont pousser que la société va refaire à peu près la même chose. Mais si en tant que société humaine, on veut bien être une société ou un monde plus avancé, on devrait pratiquer bien pour ne pas rester comme des sauvages, n'est-ce pas? Alors, comparaison assez extrême. Mais c'est comme ça. Si on ne pense qu'à soi-même, on reste sauvage. Et même plus que sauvage. Pire que sauvage. Parce que, par exemple, un lion, il va manger à sa faim. Un tigre, un loup, ils vont manger à leur faim. Alors c'est sauvage, ça c'est sauvage. Mais les êtres humains peuvent être plus que sauvages. On ne mange pas seulement à nos fins, on va chasser, on va pour notre plaisir. Et d'un autre côté, l'être humain peut être capable de sacrifier sa vie pour les autres. Pas seulement les humains peuvent sacrifier sa vie pour les animaux, alors c'est des deux côtés. Parlons un peu de notre Sangha. La semaine dernière, j'étais ici avec les jeunes bouddhistes de la pagode Huyen Không et j'ai pu aller inspecter notre dortoir et puis les améliorations qu'on a eues. J'étais tellement content parce que ça fait des années que on veut améliorer les conditions de vie au village. Alors, les conditions physiques, alors, d'après moi, il y a beaucoup d'améliorations. Les ventilations dans les toilettes, puis tout ça, ça marche tellement bien. Le jardin communautaire, le permaculture de notre ami Claude. Tout ce qui se passe cette année, je suis tellement en pleine gratitude pour la pratique de nos frères et sœurs. J'en suis sûr. Nous pratiquons cela, nous faisons des choses parce que on comprend bien les espérances de nos ancêtres orientaux et puis de nos ancêtres occidentaux. Et nous faisons cela aussi parce que nous comprenons très bien les espérances de nos descendants, de nos enfants et de nos petits-enfants. Et je crois bien que on a des relations assez harmonieuses
dans notre sangha au village des érables. Mais je sais très bien aussi, des fois, des relations harmonieuses, des fois c'est néfaste aussi. Parce qu'on était tellement, se sent tellement bien, là, puis on va rester là-dedans, et puis on ne fait plus rien. Alors il faut des gens, quand il y a des choses qui se passent, qui bousculent, c'est bien. Il faut recevoir des choses comme ça. Alors dans notre relation avec les autres, avec notre conjoint, conjointe, quand ça bouscule, c'est bien. Parce que quand ça bouscule, ça nous fait voir des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir. Parce que... Et puis quand ça nous bouscule, ça nous permet de grandir aussi. Alors il faut regarder comme ça. Et moi je regarde comme ça. Je me rappelle, avec mon fils un jour, il me dit, papa, tu aimes la photographie? Mais je regarde tes photos, là, sont toujours la même chose. Il n'y a rien de nouveau. À chaque fois, tu fais tes photos. Puis pour moi, lui, il ne connaît pas tellement de la photographie. Hein. Ça me bouscule. Mais depuis un an, je pense avec ces remarques, je pense que mes photos, ma photographie s'est améliorée de beaucoup. J'essaie de renouveler la façon de voir et j'essaie de... Et c'est ça qu'il faut recevoir, les choses qui se passent dans la vie, surtout ce qui nous bouscule, hein. Surtout les gens qui nous bousculent. Alors ça nous fait réveiller. Alors quand on a des relations trop harmonieuses, il faut faire attention. Parce que cette idée, il faut trouver aussi un gâteau ou quelque chose. Si on ne trouve pas quelque chose de nouveau, alors il faut faire attention. Toutes les choses, quand on pratique la pleine conscience, ça doit être une nouveauté. Alors, dans la cérémonie de mariage de ce week-end, on a 3 choses à faire avec les couples de mariés. Le premier, c'est les 4 inclinations de gratitude. Vous connaissez tous les 4 inclinations pour les gratitudes. Puis après, c'est 2 inclinations entre marié et la mariée pour se dire qu'on est toujours un nouvel ami, un nouvel invité. Alors on se voit toujours comme quelqu'un qu'on vient de connaître. Et puis on garde, c'est-à-dire une inclination de respect du nouveau invité. Alors, c'est ça. Alors, même être conjoint d'une année, 5 années, 50 années, il faut regarder l'autre comme une ou un invité qu'on vient de connaître. C'est la pratique de la pleine conscience, n'est-ce pas? Alors, parce que sans quoi on est, je te connais déjà. Toi, tu es comme ça, moi, c'est comme ça. Toi, tu penses comme ça. Parce qu'un nouveau invité, un nouvel invité, on ne le connaît pas. Alors, il faut essayer d'avoir le temps, avoir l'écoute profonde pour le connaître, pour la connaître. Alors, la deuxième chose, c'est le marié et la mariée vont s'incliner 2 fois pour exprimer le respect de l'autre qu'on vient de connaître. Et la troisième chose qu'on fait dans la cérémonie, c'est réciter les 5 principes de l'harmonie. Un de nos ancêtres, de nos maîtres ancestraux dans l'histoire du Vietnam, qui était un roi, qui a fondé
une école de méditation au Vietnam. Alors, il a une phrase très, très fameuse, très connue. Il dit que à chaque fois que je dis quelque chose ou je prends quelque chose, c'est une chose nouvelle. C'est quelque chose à observer, à explorer, à connaître. Nhất hồi niệm xuất, nhất hồi tân. Il disait cela parce qu'à un moment donné, pendant un discours du Dharma, il a prononcé quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde sait. Et puis il y avait un méditant invité qui se lève et qui pose la question, Maître, ce que vous venez bien de dire, vous venez de dire, c'est déjà connu par tout le monde. Pourquoi le répéter comme quelque chose qu'on peut cracher par terre? C'est déjà connu. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Alors, à ce moment-là, il a pris une feuille ou quelque chose, il a dit, montrer. À chaque fois que je tiens quelque chose, elle devient une nouveauté. Et c'est ça notre pratique de la pleine conscience. Quand on boit de l'eau, c'est pas seulement l'eau qu'on connaît. Il faut la boire comme on la boit la première fois. Quand on pose le pied sur le sol pour la méditation marcher, il faut marcher comme si la première fois qu'on touche notre terre-mère, n'est-ce pas? Alors si on marche normalement, quand on a toujours marché, les sensations sont différentes comme « Ah, je pose le pas, ma mère terre, c'est la première fois que je t'embrasse. » Ah, c'est différent, n'est-ce pas? Et c'est comme ça. Et si on regarde la personne qu'on aime, et puis on dit quelque chose, et on le dit comme si la première fois qu'on le dit. C'est différent, n'est-ce pas? C'est une pratique merveilleuse, n'est-ce pas? Parce que le coup de foudre, on peut le vivre à chaque fois, n'est-ce pas, qu'on le dit, je t'aime. C'est bien le coup de foudre. En autant que ça nous fait pas mourir. En autant que le coup de foudre nous fait revivre et fait faire revivre l'autre. C'est ça qu'il faut pratiquer. Le coup de foudre à tout moment pour bien vivre et pour partager le meilleur de soi-même. Alors, on aura l'occasion pendant notre retraite d'aller dans les détails des relations harmonieuses. Mais je pense que c'est le bon moment de recevoir quelques questions. Pas seulement pour moi-même, mais peut-être pour indiquer à nos frères enseignants, nos sœurs enseignantes, de voir comment continuer et de voir bien partager notre pratique de la pleine conscience avec nos relations. Alors, si vous avez des questions qui peuvent nous aider à bien cheminer pendant les 2 ou 3 jours qui restent, alors on apprécie ça beaucoup. Questions? Oui, Philippe? On ne peut pas avoir une relation directe entre le soi et l'environnement, on passe pour la famille. Moi, quand je vais dans la forêt, j'ai un contact direct avec la forêt. Je voulais juste comprendre plus ce que vous voulez dire. Alors, ce que j'ai aussi dit, que
ces cercles fermés ne sont pas des cercles fermés, n'est-ce pas? Alors, si le cercle de la famille n'est pas fermé, alors il devient l'environnement. Si on passe à travers tout de suite à l'environnement tout le temps, on oublie quelque chose. Un des bénéfices de notre pratique de pleine conscience, c'est de remarquer, c'est d'observer et puis d'identifier ce qui se passe. C'est quoi qui fait notre bonheur? Quelles sont les relations qui nous sont chères? Ou savoir aussi que, par exemple, je prends un exemple, on peut penser que, bon, ma relation avec mes parents, normalement, ça doit être très proche, mais pour moi, non. Je n'ai pas besoin de ça. Ou mes relations avec mes frères et sœurs, je n'ai pas besoin de ça. Ou mes relations avec mes frères et sœurs au village des Pruniers, du village des Arabes. J'ai besoin de ça, mais ce n'est pas aussi nécessaire. Il y a des conclusions comme ça, des façons de voir comme ça. Alors, c'est peut-être vrai, mais il faut aller plus profondément, écouter plus profondément, du point de vue de nos ancêtres et de nos descendants aussi. Et du point, c'est dans l'espace-temps, et puis en même temps, regardant, est-ce que j'ai besoin, est-ce que je n'ai pas besoin dans mon espace, un espace plus près, mais pas aussi profond. Mais il faut regarder plus profondément, est-ce que j'en ai besoin? Même si cette relation, elle est houleuse ou qui m'apporte beaucoup de souffrance. Alors, si on va plus profondément, on va remarquer que, bon, peut-être si je n'essaie de bien pas pratiquer et puis de voir comment adoucir et puis d'encloter cette relation-là, je vivrai ma vie avec des souffrances que même jusqu'à ma mort, je pourrais pas être en pleine plénitude. Il faut regarder tout cela. Et je reviens avec l'idée que les sentiments, les choses qui nous bousculent, c'est bien. Il ne faut pas éviter. Parce que c'est peut-être là notre sortie, la porte qui nous fait rentrer dans le nirvana. Rentrer dans le nirvana, ce n'est pas une porte qui fait rentrer dans le paradis. Mais le nirvana, c'est la porte qui nous libère de nos souffrances. C'est la porte qui nous libère de nos frustrations, qui nous libère de toutes les conditions qui nous forcent à vivre dans quelque chose comme une prison virtuelle, qu'on ne peut pas sortir. Et dans votre pratique, à un moment donné, si vous pensez que votre pratique peut vous faire sortir de ces prisons-là, alors là, c'est le nirvana. C'est compliqué. Hein? Oui. L'harmonie, c'est entre deux personnes qui veulent l'harmonie, ou l'harmonie, elle existe, puis elle va amener la personne qui ne veut pas être en harmonie. Si quelqu'un est toxique, comment ça peut devenir harmonieux? C'est vrai, hein? Si deux musiciens, chacun chante à sa façon, chacun joue la musique à sa façon, c'est très difficile. Mais s'il y a une qui essaye de jouer de la belle façon et puis l'autre, s'en fout, c'est aussi difficile, n'est-ce pas? Mais ça se fait, n'est-ce pas? Parce que le genre jazz, par exemple, hein?
un artiste, un musicien qui a beaucoup de pratique. Il peut être en harmonie avec quelqu'un qui s'en fout de l'autre, n'est-ce pas? Alors c'est tellement bien parce que l'autre il joue une musique de n'importe quoi, hein, à sa façon, et puis un autre plus très professionnel. Il nous apporte des surprises parce qu'on écoute, puis comment on peut écouter ça, et puis tout, hein? Et le musicien, il arrive à quelque chose qui pour adoucir, je pense que c'est le plaisir d'écouter la musique jazz en ce moment-là. Tout est imprévu et tout est vivante, n'est-ce pas? Mais pour arriver à ce stade-là, l'autre, celui qui il a très bien pratiqué, n'est-ce pas? Alors c'est plus facile que les deux pratiquent ensemble. Alors vous voyez bien qu'au village des Érables, on n'a pas beaucoup à être très bons musiciens. On est en harmonie. C'est plus difficile avec la famille, avec les amis. Une question intime, profonde. J'attends cette question-là. Oui, c'est vrai. Cécile, vous avez mis le soi, on se sent souvent, vous avez dit, le centre de l'univers, fleuve là. Mais est-ce que cette harmonie-là qu'on crée en nous, c'est ça qui est l'enjeu? En tout cas, moi, j'aimerais que vous développiez sur l'harmonie avec soi. Oui, c'est-à-dire que si je comprends bien la question, j'ai parlé souvent de l'harmonie avec l'extérieur. Il y a une harmonie qui va rentrer à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, pour dire que, si on pense que le corps, c'est pas la réalité. Et si on pense que l'esprit, c'est pas la réalité. Et après ce que je viens de dire, de présenter, c'est pour regarder toutes les choses comme perméables et non imperméables. Pourquoi on présente les choses d'une façon claire et nette? C'est pour nous aider à comprendre seulement. Alors si on prend des choses comme des connaissances, à façon de connaissances mortes, en autant qu'on se rappelle que les choses sont présentées pour bien comprendre et ne pas prendre comme connaissance. Alors, pour rentrer à l'intérieur de soi, il faut que soi-même, on sait qu'il y a le corps et l'esprit. Mais si le corps a mal, l'esprit a aussi mal. Il y a le mal dans l'esprit. Et l'esprit qui est tumultueuse, où il y a l'esprit qui n'est pas bien, le cœur ne sont pas bien. Et de plus en plus, on sait que quand on vit beaucoup de frustration, de stress, alors ça crée des maladies. Et quand on prend un bain chaud, par une journée froide, alors l'esprit se repose. Là, c'est au niveau superficiel. Pendant la retraite de santé, on va parler beaucoup de notre corps. Et le corps, ça comprend quoi? Tout le monde le sait, c'est les bras, la tête, toutes les parties du corps, à l'extérieur comme à l'intérieur. Comme par exemple, on parle, il faut regarder le corps, le bras par exemple. Ce sont les joints. Hein? Alors, on pratique notre frère semble dire les articulations, hein? Ça fait partie du corps. Alors, pour pratiquer articulation du coude, articulation de l'épaule, et tout ça. Et les muscles aussi. Alors, il faut y amplifier tout ça. Et dans l'esprit, on aura l'occasion peut-être pendant une retraite de regarder bien tous les éléments de l'esprit. Il y a
Il y a un livre de taille qui parle de ça. 50 jours. Transformation de l'esprit, et puis on peut identifier au moins 51 parties. Alors, si on veut bien pratiquer diligemment, il faut apprendre par cœur. Moi, je me rappelle surtout en vietnamien que chúc Paris, họ tưởng từ bản của chúc c'est le contact, phát ý c'est la pensée, thọ c'est les sentiments, tư c'est penser, c'est les raisonnements. Alors, à chaque fois quelque chose qui se passe, je reconnais ça. Alors, il faut reconnaître tout ça pour bien comprendre. Et puis, il faut reconnaître aussi, quand ça se passe, il faut regarder, bien observer. C'est comme le corps. Quand on a mal au genou, on a mal au genou. Et surtout, les choses qui sont internes. Le foie, l'intestin, comment on fait des exercices avec ça. Et qu'est-ce que ça fait partie dans l'esprit? C'est des frustrations, des habitudes sentimentales qui viennent de nos ancêtres, qu'on va transmettre à nos enfants. La colère, par exemple. Par exemple, la colère, il y a 4 ou 5 sortes de colère. La colère, comme c'est un feu. Puis il y a le feu de paille, ça peut le fatiguer. Le feu de charbon, ça reste chaud très longtemps. Il y a le feu de cendre. Feu de cendre, c'est-à-dire, on est un peu en colère, mais ça ne se voit pas. Et ça reste. Et puis ça prend seulement, à chaque fois qu'il y a une poignée de paille, ça brûle. Le feu de cendre. Alors il y a toutes ces sortes de colères qu'il faut regarder en nous. Il y a des colères comme des feux qui attendent pour la vengeance. Qui attendent là, comme feu de cendre. Et puis, des fois, il y a un poignet de feu avec le sang à l'extérieur qui attend. Des fois, on ne veut pas que ça propage, mais à un certain moment, le vent vient, les cendres vont partir, les étincelles. Et puis, si les conditions sont favorables, ça va brûler tout une forêt. Alors, dans la pratique, nos ancêtres, nos maîtres, on dit souvent que le nirvana, c'est comme vous avez une soirée de pleine lune et il y en a des nuages. Et des nuages cachent la lune. Et au moment où les nuages sont déjà passés, il n'y a pas de nuages qui cachent la lune. La pleine lune est bien visible et elle peut vraiment éclairer tout l'univers sur toute la planète. Alors là, à ce moment-là, on a le nirvana total. Parce qu'on voit toutes les choses seulement pour nous. Et il n'y en a pas de choses qui peuvent retenir de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et à ce moment-là, c'est l'éveil complet. L'éveil, en vietnamien, on dit ville, c'est bien, c'est bien. Ça répond à tout. Une chose que je peux peut-être ajouter, c'est qu'il ne faut pas chercher l'harmonie idéale. C'est-à-dire que nous, comme êtres humains, on veut que les choses restent comme on le veut. Alors, le meilleur choix, c'est que essayons de vouloir ce que la vie nous présente. Comme ça, là, c'est toujours comme on le veut. Parce que si on veut trouver une harmonie comme on le veut, alors c'est une harmonie morte. Et puis,
on n'aura pas une harmonie vivante, parce qu'on a toujours une idée de l'harmonie. Si on accroche à ça, on n'aura pas l'harmonie. C'est comme le musicien qui joue très bien, et puis il dit, s'il ne joue pas comme ça, un jour il n'y aura pas d'harmonie, n'est-ce pas? Alors, il n'y aura jamais personne qui va jouer comme il le veut. Même dans les orchestres les plus doués, les orchestres qui sonnent bien, ce sont les musiciens qui sont vivants, hein, qui écoutent, qui peuvent corriger. Comment ils peuvent corriger? C'est parce qu'il y a un chef d'orchestre. Alors, le chef d'orchestre, ça fait partie de l'orchestre, c'est une partie de l'orchestre qui est nécessaire aussi pour dire que, ça sonne trop fort de ce côté, abaissez, hein, puis montez ici, descendez ici. Alors, ça devient vivant. Et puis, ça, j'ai appris d'un de mes amis musiciens, c'est-à-dire que, si on a l'oreille, on peut écouter un orchestre qui joue la même mélodie ou la même musique, mais c'est jamais la même, c'est toujours différent, c'est quelque chose de vivant. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir. Oui. Dernière question. Peut-être que c'est plus tard que la réponse viendra, mais moi, ce que j'ai souvent vécu dans la Sangha ou dans des Sanghas, c'est peut-être l'attachement à l'harmonie. Parce que quand on va à la Sangha, chacun y va avec son cœur, veut faire de son mieux, tout le monde est super gentil les uns envers les autres, on en ressort de là avec une espèce de bien-être, et quand arrive un conflit, là c'est comme, on n'est pas une bonne Sangha. C'est ce que je ressens. C'est comme, on ne fait pas correct. On est supposé d'être en harmonie. C'est comme un must, c'est comme il faut qu'il y ait l'harmonie. Et là, on est désemparé quand il n'y a pas l'harmonie. Alors, ma question, c'est plutôt générale, que faire ou comment faire quand il y a conflit? Dans le sens, pour que ce soit profitable, non pas identifier, il y a un coupable, il y a quelque chose qui est arrivé. Tu sais, c'est comme, mais comment faire pour faire réfléchir les gens ou comment réfléchir à ce qui se passe là? C'est plus d'ordre général. Toutes sortes de conflits. Ça peut être au niveau de la procédure, ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau monétaire. En tout cas, à différents niveaux. Comment faire quand il y a un conflit? Facile, n'est-ce pas? Ah, facile. Mon groupe va répondre demain. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est un gâteau qui donne la moitié de la réponse, au moins de ma façon de voir. J'ai un mal dedans, c'est douloureux. Comment je vais régler ça? J'ai très mal. Même chose dans ce qui se passe dans la vie, dans la Sangha. Alors je me dis, dans la réalité intime, dans 300 ans, qui aura le mal dedans? Alors il faut placer bien dans l'espace-temps. Alors, est-ce que le mal dedans m'empêche de bien réaliser ma vie? Et dans 300 ans, mes descendants, mes enfants, mes petits-enfants vont se rappeler de mes mots dedans? Ou est-ce qu'ils vont apprécier ce que j'ai pu faire? Alors si on le place bien dans l'espace-temps, on voit bien que nos soucis, nos colères, nos mots dedans se relèvent. Alors, l'autre moitié, c'est que notre pratique passe toujours par le 4e entraînement de nos frères et sœurs chrétiens. C'est toujours être en contact avec la souffrance.
Alors, il faut toujours relier à nos problématiques, nos défis, à la souffrance individuelle, à la souffrance de la Sangha, à la souffrance de la société. Alors, à ce moment-là, tout se replace. Tout se replace. Il y a quelque chose qui se passe dans la Sangha qui nous dérange. Mais est-ce que la Sangha pratique toujours le contact avec la souffrance et puis tout ce qu'on a fait, c'est dans le sens d'apaiser la souffrance de chacun, chacune ou de la société? Alors il faut regarder relativement. À ce moment-là, je pense que au moins, je ne perds pas d'espérance. Je ne perds pas de cette énergie je vais continuer. Et surtout, on ne perd pas d'espérance et de confiance aux autres. Surtout les gens qui viennent dans la Sangha, parce que sont tous des gens de bonne volonté. Sont tous des gens de bonne volonté qui essayent d'amener le meilleur d'eux-mêmes pour partager ce qui est le meilleur. Alors on va partir avec ça. Je ne sais pas pour les autres vis-à-vis envers moi-même, mais je n'ai jamais de problème avec mes frères et sœurs, même s'il y a des choses qui me bousculent. Jamais de problème. Mais s'il y en a des problèmes avec mes sœurs, mes frères, j'aimerais les entendre et puis essayer de m'améliorer la façon de faire peut-être. Il y a aussi une autre chose qu'il faut. Une pierre, c'est une pierre. Un grain de sable, et puis un arbre, c'est un arbre. Il ne faut pas changer un arbre en une pierre. Alors, peut-être des fois, on a beaucoup d'attentes de la personne qui est plutôt un arbre, changer en quelque chose d'autre. Et c'est souvent notre connaissance et notre ignorance qui nous font, toutes ces connaissances qui nous met comme des œillères. Ça va comme ça. Alors, on va écouter, disons, 300 pour